À Oust, dans la Drôme, un groupe d'habitants cherche à recomposer un moment de l'histoire locale et surtout un personnage. Charles Chapoutat, maroquinier dans la cité voisine de Cray, a en effet constitué là, pendant la Seconde Guerre mondiale, un important groupe de résistants. Celui-ci a été engagé dans des combats violents contre les troupes allemandes au moment où celles-ci, à l'été 1944, tentaient de monter sur le plateau du Vercors. Les destructions qui en ont résulté restent présentes dans la mémoire des plus anciens. Mais pour une population plus récente, il a fallu reconstituer tout un récit de ces affrontements et, avant tout, se lancer dans une enquête de détail. C'est la mémoire du village. C'est une mémoire qui est récente. 80 ans, c'est beaucoup, et c'est peu, puisqu'il reste encore des gens qui étaient vivants à cette époque. Et nous, la commune n'a pas de sens si elle n'a pas de racines. À un moment donné, il est important de savoir d'où on vient et de savoir effectivement pourquoi on peut avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Alors Chapoutat a vite été mis de côté après la libération parce qu'il gênait. C'était un père tranquille qui n'a jamais voulu qu'on parle de lui. Les gens ont été surpris, très surpris à la libération de savoir le rôle qu'il avait joué. Il n'a pas voulu aller plus loin. La mémoire de la compagnie Chapoutat était quand même quelque chose qui a été porté par les anciens. Il serait quand même 120 familles dans un village de 1400 habitants, c'est énorme, sachant qu'il y avait quand même des gens de Blacon, de Piedgros, de Cray un peu qui étaient dedans. Et donc, après cette épreuve, il y a eu un noyau très soudé qui en est ressorti. Voilà. Mais qui n'a pas voulu prendre plus de place. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut interroger les Oustois, personne, enfin, oui, tout à fait. Une grosse majorité de personnes ignorent qui était M. Chapoutat. Alors qu'il y a une rue Chapoutat. Alors qu'il y a la rue Chapoutat qui... En centre-ville. L'histoire de la maison, effectivement, il y avait la partie magnanerie, coconnerie, comme ils l'appellent. Et puis donc, on voit au-dessus toute la partie haute qui permettait l'élevage des vers à soie aussi. La bataille des Grands Chenaux, c'est ici. Il se passe quoi? Alors, donc, c'est le 21 juillet, 6 h du matin. La compagnie Chapoutat est postée sur les collines. Les Allemands montaient par cette vallée, remontaient par le col de Grimone aussi. Ils sont montés en moyen aérien à Vassieux aussi directement. Mais donc, les ordres du colonel Legrand étaient de ralentir la colonne qui montait. Le pont est miné, donc ils sont 45. Une colonne allemande arrive, 1500 hommes. Il y a 8 chars blindés, des automitrailleuses, des camions.
un avion passe avant 6 heures et mitraille pour vérifier qu'il n'y a personne, l'avion donne feu vert aux troupes, la colonne monte. Et donc, quand la colonne arrive ici, les mines sont déclenchées, les grenades sont envoyées sur les blindés. Il y a 2 blindés qui sautent, 4 camions qui prennent feu. Et pendant 2 heures, les échanges de tirs entre les mitrailleuses postées et les soldats qui étaient cachés derrière les camions. Au bout de 2 heures, la compagnie Chaputa décroche avec le nombre des Allemands. Et puis après, les troupes allemandes s'éparpillent. Elles vont brûler la maison Colomb, la maison Letellier, la maison Bonnard. Et puis remontent sur Saillant. Et donc à 10 h du matin, le même jour, la compagnie Ponce accueille la colonne allemande de nouveau avec des escarmouches. Juste après la bataille, Oscar Stern est fait prisonnier, il est repéré par la milice. La milice le ramène ici, les Allemands vont le fusiller sur place, c'est un juif tchèque qui habitait à côté chez Madame Letellier. Et puis un peu plus tard, Raoul Morand, qui remontait à Cobonne avec la colonne, a été pris, des armes à la main, et donc a été tué à coups de crosse par les Allemands. Charles Chaputa était un entrepreneur de maroquinerie à Cré. Il avait un petit atelier, il était très tranquille. Il avait, dès 1942-1943, commencé à travailler pour la Résistance, en forgeant des faux papiers, entre autres avec Armorin, en accueillant des Juifs, plusieurs fois. Et il a aussi organisé le réseau de contacts pour les radios, entre autres cherchant des fermes pour accueillir les émetteurs qui changeaient de lieu tous les 6 jours. Donc c'est un travail important qu'il a fait avec Alix Sabatier. Il était à la fois membre du réseau Gallia pour ça, et puis il a monté la compagnie Chaputa sur Oust, sachant qu'en 1943, il a recruté autour de ses amis. Ils étaient une quarantaine au départ. Et de ce groupe, il a été agrandi après les règles du STO, puisque les jeunes devaient partir en Allemagne pour remplacer les prisonniers. Et du coup, beaucoup de jeunes ont refusé d'aller en STO et donc ont rejoint le maquis. On se situe à 120 personnes à peu près le nombre de la compagnie. Au début, ils étaient liés avec la compagnie Ponce de Cré. Mais dès le mois de juin 1944, la deuxième compagnie, donc la compagnie Chaputa, a pris corps par elle-même. Aujourd'hui, Claude Colomb peut montrer la ferme familiale restaurée, mais il fut un témoin direct de son incendie par les Allemands. Il y avait des bêtes à l'époque? Bien sûr, j'ai dit. C'était les vaches, Il y avait des vaches, Les vaches, oui, d'accord. qu'il y a encore les crèches. Quoi. Ah oui, je vois là-bas, oui. Et quand ils ont mis, quand ça a été incendié, ben, nous on était là derrière, on promenait dans l'espace du brouhaha des Allemands, une situation bien aléatoire. Hein. C'est un choc d'un instant de guerre, comme malheureusement il y en a eu après tout le long de la vallée. Je me souviens de ces instants très tristes. Mon père, avec un voisin, s'était caché dans le vallon. S'ils avaient été découverts, si les Allemands avaient eu des chiens pour la compagnie, ils les auraient abattus comme des pauvres gens. Parce que je l'ai souligné quand même. Voilà, les Allemands, après, se sont dirigés
avec un nombre important dans tout le quartier, la ferme, chez le théier. Ils ont mis le feu donc aux maisons citées, oui. Maisons citées. Et après, les pompiers d'Oust sont arrivés et tu as le document qui certifie que c'est ça. Les Allemands ont empêché les pompiers d'éteindre le feu. Tu veux que je te dise ? Voilà, ça c'est le document officiel de l'intervention des pompiers après le feu, donc, pendant le feu. Voilà, donc c'est le compte-rendu du rapport des pompiers. Hein, avec les noms des pompiers qui étaient sur place. Le 21 juillet 1944, incendie dû à l'invasion allemande. Le feu a été mis volontairement par les troupes allemandes aux fermes de M. Collomb, M. Bonnard et de M. Letellier, à Oust-sur-Scie. Malgré la bonne volonté de toute la compagnie, tous ces sinistres n'ont pu être pris à temps pour pouvoir être maîtres du feu. Ce n'est qu'avec l'autorisation de l'armée allemande que les décombres de la maison Collomb purent être noyés. Je me souviens de cette panique de nous tous, où les Allemands ont embarqué mon grand-père et Gustave Proy, grand mutilé de la guerre de 14, qui était très excité, le pauvre, dans une ambiance qu'il avait déjà vécue quelques années en arrière. Et pour le calmer, pour le maintenir, il est tiré une balle dans la cuisse, le pauvre. Et ils ont embarqué donc mon grand-père, Gustave Proy, jusqu'à Mirabel-et-Blacon et les ont relâchés. Bon, voilà, et nous on a vécu un peu comme on a pu, un peu avec la gentillesse de tous ceux qui nous connaissaient, qui nous ont fourni des vêtements, bon, on a vécu un peu dans la misère. Et d'ailleurs, ça a persisté presque toute leur vie, et un peu la mienne, parce que la reconstruction d'après-guerre, c'était vraiment pas du luxe. Hein. La ferme n'a pas été très dans un confort très précaire. Des installations électriques dérisoires, pas de douche, rien du tout. Voilà. Je répète que mes grands-parents ont tout perdu, que le grand-père faisait le colporteur dans tout le Diois en vélo, et que se trouvait, après avoir trimé toute une vie, sans rien du tout. Voilà, c'est ce qui s'est passé à la maison de longues années. Je ne me souviens pas si c'est le lendemain ou surlendemain. Moi je me rappelle, comme si on le vivait maintenant, ce groupe de Mongols, oui, emmenés par 5 ou 6 résistants, FFI ou qui exactement, moi je ne sais pas, et qui les ont fusillés au point des Rachenaux. C'est un ami qui nous a donné les documents. C'est intéressant parce qu'effectivement, il décrit jour par jour ce qu'ils ont fait. C'est démarre au 5 ou 6 juin, les instructions de la compagnie. Le 10 juin, barrage, obstruction, embuscade de protection sur la route de Cré à Livron. Le 11 juin, ordre de minage des ponts de Grand Chenot. Ouais. Parce que ton père est né ici. Oui. Voilà, c'est une maison de famille. Oui, et moi je suis née ici, mon père est né ici, et ma grand-mère a été élevée ici. D'accord, ouais, c'est ça. Donc oui, ton père a été mobilisé en 39, Oui. 39. voilà, démobilisé en 40. Oui.
Il est revenu au printemps, l'été, en 40. Il n'était pas loin, il venait souvent. Comme il était enfin, un ancien, si tu veux. Oui, il n'était pas... Alors il prenait des libertés, peut-être qui n'étaient pas très légales, mais... Oui, il- déjà. Et c'est comme ça que la résistance a démarré. Voilà. Par des gens sérieux que mon père connaissait. Et c'était très important que ce soit très sérieux. Vous avez accueilli des juifs à Ah Oust? oui, beaucoup. Les Sternes, on les a bien connus. C'était des gens, ils étaient tchèques. Il souffrait des dents. Il voulait aller voir son dentiste. Il a quitté le groupe de résistants et il rentre dans le village d'Oust en venant de Blacon. Ce monsieur Stern a dit, moi j'ai trop mal aux dents, je veux aller voir. Et il est parti, il a désobéi, mon père ne voulait pas. Il s'est fait ramasser par les Allemands. Et il y avait un milicien qui était là à côté et qui l'a pris. Et on l'a emmené au pont des Cancheneaux, où il a été exécuté. Exécuté, oui, bien sûr. On était toujours aux aguets. Bien sûr. Et puis il y avait des gens qui étaient à Valence, qui savaient comment ça se passait et qui téléphonaient et qui agissaient pour dire que non, il faut absolument pas bouger, soyez prudents, etc. D'accord. Et donc le 5 juin et le 6 juin commencent les premiers combats au cimetière de Cray. Oui. On a donc il y a une partie de la compagnie qui descend sur Cray, une vingtaine apparemment. Oui. C'est les premiers échanges de coups de feu. Après, il y a eu des voies SNCF qui ont sauté. Il y a eu pas mal de coups de main. Alors c'est vrai, on retrouve tout ça dans le carnet de route de la compagnie où ils citent tous les faits historiques qu'ils ont utilisés, qu'ils ont faits. Après arrive le 21 juillet où c'est la première bataille en règle. Oula, oui. Après la bataille des Grands Chenaux, la compagnie est montée sur Cobonne. Oui. Cobonne et Saint-Pancras. Ils ont fait le coup de feu avec les Allemands à Cobonne, C'est ça. à Gigord. Oui. Après, ils ont défendu Aiguille, puisque le PC du commandant Legrand à l'époque, Ah oui. le futur général de la SU, était à Aiguille. Toutes les compagnies, Ponce et Chapouta et Ben ont protégé le PC Oui. à Aiguille. Et puis après, seulement, là justement, ton père a voulu traverser à Charsac. Oui. Et c'est là où, en tombant des rochers, puisqu'il y avait Oui. une patrouille allemande qui est passée, il est tombé de 5 mètres et il s'est cassé le talon. Voilà. Il s'est cassé le talon, mais en fait, c'était pas le talon qui était cassé, c'était la cheville. Le 15 août 1944, les forces alliées arrivent en Provence, plus de 2 mois donc après le premier débarquement en Normandie. Les troupes vont prendre 2 voies bien distinctes. Les unes vont remonter la vallée du Rhône, les autres emprunteront la route Napoléon, puis regagnent notre région par le col de Cabre, Châtillon-d'Ivoire, Die, Oust, puis Cray, à destination de Valence. La résistance a reçu consigne d'affaiblir autant que possible la réplique allemande. C'est ainsi qu'elle fait sauter le pont de Livron, provoquant un monstrueux embouteillage de véhicules allemands qui cherchent à remonter vers le nord. C'est alors le seul pont possible pour traverser le Rhône. L'aviation alliée va pouvoir s'en donner à cœur joie. Les troupes américaines passant par le Val-de-Drôme depuis les Hautes-Alpes ne rencontrent pas d'opposition allemande, mais un immense enthousiasme populaire.
Et puis alors, il y a eu la libération de Valence et le défilé qu'il y a eu là. Il y avait on avait mis des estrades pour que les gens puissent voir. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ouh là là, c'est pas la peine de se manifester. Si les Allemands reviennent, ils vont nous arrêter. » Bon, et moi, je sais que j'ai vu mon père à ce cheval, là, son cheval blanc qui m'a remonté. Et j'ai pas pu me retenir, je me suis mise à pleurer. C'était l'émotion C'est humain. de sentir que c'était fini, c'était la fin. Quoi. La compagnie a rejoint les troupes françaises. Oui. Hein, et ton père n'a pas pu aller plus loin à cause de son pied? Oui, puis il ne cherchait pas à faire carrière. Non. Alors, il cherchait surtout à rendre service. Et il a créé un service de solidarité. Oui. Et alors, il faisait des coupes de bois. Oui, j'ai vu ça, puisqu'il n'y avait pas de charbon. Non. Et donc, il a organisé les prisonniers de guerre allemands pour faire des coupes, pour couper le bois, pour fournir les veuves de guerre. Voilà, c'est ça. Hein, j'ai vu ça. Les veuves ou les nécessiteux. Là, c'est madame. Ça rien. Allez, dis-moi après. Madame Barthélémy. D'accord. Ça, c'est Jean Noyer. Ah, c'est Jean, ça, d'accord. Ça, c'est Mathieu. Jean-Baptiste Mathieu, oui. Voilà. Il y avait des armes là. C'était les armes. Alors, c'était bouché. Ils l'ont bouché avec les armes. Puis, quand ils ont eu besoin des armes, ils ont ouvert le trou, mais ils n'ont pas rebouché. Et les armes arrivaient, c'était des armes parachutées par les Britanniques? Oh, probablement.